Écoutez, ça me fait très plaisir en fait, de présenter Diana, qui est une ex-collaboratrice 2009, Qantis, Oui. Mhm. 2009. J'ai eu l'occasion de travailler avec elle en fait, lorsqu'on a fondé une entreprise d'analyse de cycle de vie qui s'appelle Quantis ou Quantis, dépendamment d'où on vient. Alors, je continue. Donc, Diana de Bernardi est ingénieure en environnement spécialisée dans l'approche du cycle de vie depuis 2011. Donc, au sein de GS1 France, elle œuvre à faciliter la collaboration entre les acteurs français et européens pour améliorer la traçabilité, favoriser la transformation numérique et, plus récemment, donc, la circularité grâce aux standards internationaux de GS1. Depuis début 2003, elle anime une communauté d'intérêt au sein de GS1 France sur le sujet du passeport numérique de produits et des règlements européens qui l'exigent, donc ESPR et REV-CPR. Elle accompagne les écosystèmes pour la réparabilité et le reconditionnement de leurs produits en utilisant les standards de GS1. Donc, ça me fait très plaisir donc de te, en fait, de te permettre de débuter cette présentation, je m'excuse, que j'ai eu l'occasion de voir, en fait, au mois de mars dernier, lors d'une mission là-bas. Et puis, c'est suite à cette mission que j'ai vu l'importance du projet, qui pourrait être sans doute, je pense, un levier important dans la circularité du territoire européen. Puis, on espère éventuellement que cette initiative va pouvoir se naître ici en Amérique du Nord. Donc, je te laisse la parole, Diana. Ah, pardon. Bonjour à tous. Merci à Daniel et à Philippe pour cette invitation. Merci à vous pour l'intérêt. Merci à l'ETS et aussi à CERIEC pour me permettre d'intervenir lors de votre call d'été euh, 2024. Je pense que vous avez bien commencé la semaine dernière. Et voilà, comme le dit Daniel, je fais partie de l'équipe GS1. Donc, je vais commencer par vous présenter rapidement qui est GS1 et présenter ensuite ce cadre réglementaire, le règlement européen sur l'éco-conception pour des produits plus durables. Et donc, j'espère que ça sera de votre intérêt. Donc, vous êtes probablement peu nombreux à connaître GS1. Mais vous connaissez certainement les symboles qui s'affichent ici. C'est le code barre qui est mondialement connu depuis de nombreuses années et qui s'est établi comme un standard mondial d'identification. Avec un petit peu d'histoire, rapidement, l'organisation GS1 est née de la grande consommation quand les grandes surfaces ont émergé et les acteurs ont souhaité automatiser et fluidifier le passage en caisse. GS1 s'est ensuite largement ouvert à d'autres filières telles que le textile, l'amont agricole, la santé, la construction, le ferroviaire, les marketplaces, plein d'autres. Ce système d'identification universelle est conforme à une norme ISO qui est la norme ISO 15459 et je vais revenir plus tard dans ma présentation. Cette norme liste les agences qui sont en mesure d'attribuer des identifiants et GS1 en fait partie. Donc, il y en a 50 agences et GS1 est quand même la seule à être multi-filière, multi-secteur et multi-technologie. Donc, GS1 s'est ouvert à différentes technologies, comme je l'ai dit, en développant différents standards qui s'appuient sur des innovations technologiques comme les codes barres à deux dimensions, ce qu'on appelle souvent le QR code, ou bien la RFID. Je veux que ça soit bien clair pour vous tous aujourd'hui, GS1 n'est pas un offreur de solutions. Nous ne sommes pas non plus des créateurs de technologies et la seule chose qu'on fait, c'est qu'on standardise pour un passage à l'échelle. Donc, notre métier, c'est d'écrire de manière collaborative des règles. Donc voilà, si GS1 n'a cessé d'évoluer pendant 50 ans, la raison d'être des GS1 est restée toujours la même.
Donc, c'est notre raison d'être, identifier pour échanger aujourd'hui et demain. C'est pourquoi on existe, c'est un peu notre ADN. Donc, l'identification est la condition de base aux échanges sans ambiguïté, notamment dans les échanges automatisés. Et donc, c'est à partir du moment que l'on se met d'accord sur l'identité d'un objet, d'un produit, que l'on peut ensuite partager l'information de façon efficiente entre les parties prenantes. Et j'attire votre attention sur la sans ambiguïté. Dans les relations humaines, c'est très commun que dans nos échanges, il existe un peu d'ambiguïté, un non qui veut dire un oui, enfin, un désir qui ne peut pas être tout à fait celui qu'on exprime. Bah, les ordinateurs, ils n'aiment pas l'ambiguïté, c'est noir, c'est blanc, c'est gris et basta. Donc, c'est vraiment dans l'objectif d'avoir un langage automatique et fluide que GS1 a été créé. Donc, rapidement, les fondements du système GS1, c'est identifier, capturer et partager. Donc, GS1 fournit des identifiants qui sont capturés via différents supports au service des échanges. Donc, vous trouvez pour chacune de ces verticales plusieurs standards, donc les règles qui sont ouverts et qui sont internationales, qui sont conçus par des parties prenantes et qui sont à la fois cross-sectorielles et cross-technologiques. Donc, GS1 est une organisation neutre à but non lucratif qui a été créée par les entreprises et au service des entreprises. Elle est à la fois locale et internationale. Donc, pour information, GS1 est une organisation de droit belge. Donc, la maison mère se trouve en Belgique avec une antenne à Princeton aux États-Unis. Donc, ça, c'est la maison mère. Et moi, je travaille pour une organisation, pour une agence locale qui est GS1 France, mais il y a aussi GS1 Canada qui sont basés à Toronto. Il y a aussi GS1 Colombie, GS1 Turquie, GS1 Chine, dans 116 organisations. Donc, on est à la fois local et international et on couvre avec ces 116 organisations euh, plus de 150 pays dans le monde. Donc, nous sommes au total 2500 collaborateurs, dont 110 en France. Et donc, voilà, nos valeurs principales, c'est la collaboration et l'inclusion. Donc, vous avez compris que nous, on est à l'origine des codes à barres linéaires qui se trouvent dans les passages en caisse. Donc, pour ceux qui ne connaissaient pas GS1, vous allez avoir un regard différent des produits lors des passages en caisse parce que enfin, voilà, ça vient d'une seule et unique organisation. Et c'est très intéressant parce que avec les contextes actuels, GS1 a compris que nos standards et, aident à passer d'une économie linéaire à une économie circulaire. Et de la même manière, pour enrichir cet échange d'informations entre parties prenantes, on va passer très vite du code à barres traditionnel à un code à barres augmenté, QR code augmenté GS1 qui va permettre cette ambition d'échanger pour le mieux les informations produits et les informations sur les entreprises. Donc, c'est une ambition internationale. Et il y a des distributions, comme on est à la base créé par la grande distribution, on sait que c'est un souhait, une demande de nos adhérents partout dans le monde de passer rapidement à ce système qui sera plus enrichi pour partager une information qui sera très intéressante. Donc, voilà, je vais le développer aujourd'hui. Maintenant, je vais vous partager le cadre réglementaire européen qui vise à accélérer la transition écologique et l'économie circulaire. Mais avant, je vais vous faire un avertissement. C'est une sorte de disclaimer. Donc, attention, vraiment attention. Les informations de ma présentation visent à partager une compréhension actuelle du règlement européen sur l'éco-conception
pour des produits plus durables et principalement le DPP. Donc le DPP, on va en parler lors de toute la séance, c'est Digital Product Passport et c'est sur une base telle quelle et une base disponible. Il y a beaucoup de détails qui vont rester incertains et qui ne sont pas encore clarifiés par des normes, des standards ou les actes délégués. On dit que c'est une réglementation qui n'est pas encore sec, la situation n'est pas encore établie et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, l'objectif de cette présentation est de fournir un résumé général des informations disponibles au moment de la conception de cette présentation. Elle ne donne pas une image complète et détaillée de tous les aspects juridiques du règlement. On se focalise sur les choses qui sont autour du DPP. Et cette influence décline dans la mesure permise par la loi applicable, toute garantie et responsabilité, y compris pour tout dommage économique résultant des décisions prises sur la base des décisions fournies dans cette présentation. Donc, c'est la mise en garde, c'est un avertissement. Sachez que aussi plusieurs slides de cette présentation, où les crédits sont complètement pour la Commission européenne et vous allez le voir. Donc voilà, pour passer dans le vif du sujet, donc, vous savez bien que personne n'échappe à ces constats. Notre société doit basculer au plus vite vers une économie circulaire. L'économie linéaire n'est plus viable et les modèles de fabriquer, consommer, jeter doivent muter vers un système circulaire. Et bon, c'est pas à vous qu'il faut que j'explique. Passer du niveau linéaire à un niveau circulaire, ce n'est pas simplement de l'enrouler. C'est vraiment de changer des mindsets et changer des paradigmes. L'ère de l'abondance est derrière nous et nous rentrons dans une ère où les limites planétaires sont dépassées. Pardon. On n'a pas le choix. On doit préserver les ressources naturelles et les ressources naturelles écosystémiques qu'elles nous restent et au maximum notre production de déchets. Il y a deux facteurs qui vont accélérer ce passage, la réglementation et nous-mêmes les consommateurs. Et en parlant de limites planétaires dépassées, pardon, depuis plus de 10 ans, les scientifiques, les institutions telles que le Stockholm Resilience Center travaillent pour définir à l'échelle planétaire le cadre d'un espace de fonctionnement sûr, donc le Safe Operating Space, et ce qu'on voit en vert ici. Et donc, cet espace sûr est caractérisé par 9 limites physiques que l'humanité devrait respecter pour se développer sans avoir un impact sur son existence et celle des générations futures. Et sinon, les conditions de vie sur Terre vont devenir bien moins accueillantes pour la vie humaine. Donc, la Terre, elle va quand même continuer à vivre avec un changement radical, mais la vie humaine est vraiment en péril. En 2023, 6 de ces 9 limites planétaires ont été déjà transgressées. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on commence à se donner des moyens pour corriger la chose. Donc, dans la salle, j'espère que ceux qui ont beaucoup de contact avec l'Europe ont déjà entendu parler du Green Deal européen. Et c'est un projet ambitieux qui vise à transformer l'économie européenne et à relever le défi du changement climatique. Donc, l'objectif, c'est de devenir le premier continent climatiquement neutre d'ici 2050. Et donc, plusieurs textes législatifs traduisent cet engagement, notamment à propos des produits plus durables pouvant être réparés, recyclés et réutilisés. On prend le virage de l'économie circulaire parce que l'éco-conception devient la norme en Europe. Il devient la norme au travers de ce passeport numérique des produits qui sera le véhicule, qui sera cette preuve pour les années à venir. Donc,
Ces changements peuvent être perçus par les entreprises comme une sorte de tsunami réglementaire. En France, peut-être vous avez entendu parler de la loi AGEC, de la loi climat et résilience, mais en Europe, on a la loi sur les devoirs de vigilance, sur la loi agriculture alimentation, sur les microplastiques, sur les green claims, les greenwashing, la taxonomie, les Corporate Sustainability Reporting Directive. Bon. Donc, imaginez ça à l'échelle d'une entreprise, ben, elles se sont de plus en plus écrasées par tous ces différents exigences réglementaires qui peuvent avoir un impact sur le mode de fonctionnement actuel. Mais c'est une évidence, l'économie circulaire ne vient pas d'un enroulement de l'économie linéaire et donc il y a beaucoup de choses qui doivent changer radicalement pour vraiment passer à une économie circulaire. Et donc là, on voit beaucoup le reporting, la transparence, la preuve. Et aujourd'hui, la preuve n'est plus un élément différenciateur pour les entreprises, ça devient une obligation. Et donc, ça, ça nous amène aujourd'hui, au XXIe siècle, à l'intelligence artificielle, à tout ça. La donnée structurée n'a jamais été aussi pertinente. Donc, qu'est-ce que le SPR? Le SPR, c'est, ça, ça veut dire Eco Design for Sustainable Product Regulation, vise à susciter des changements systémiques dans la conception, la fabrication et la consommation des produits afin de favoriser une économie plus durable et plus respectueuse de l'environnement au sein de l'Union européenne. Cette réglementation est une législation cadre. Elle ne fixe pas des mesures spécifiques, mais elle permet leur adoption future. Donc, moi, je la vois et je vous la partage de cette manière. Le SPR, c'est une méta-réglementation qui dicte tout ça, les changements systémiques, etc., pourquoi le faire, etc. Et il y aura des actes délégués qui vont définir de manière concrète de quelle façon les entreprises doivent, selon les produits, ils vont devoir euh, rajouter une information dans ce passeport numérique. Donc, ce règlement SPR, il n'est pas nouveau. C'est une évolution d'un règlement existant qui visait principalement des produits électroniques. Et cette proposition de règlement, de changement de règlement, a été faite par la Commission européenne en mars 2022. Et après 2 ans de discussions au sein de l'Europe, en Europe, il y a ce qu'on appelle le trilogue. Donc, il y a la Commission, le Parlement et le Conseil. Donc, le Parlement a adopté le règlement le 23 avril de cette année, 2024, donc c'est 2 ans après. Et le Conseil a approuvé définitivement le réglementation sur l'éco-conception. Quelles sont les prochaines étapes? Donc, après signature par les présidents du Parlement et du Conseil, le règlement va être publié dans les journaux officiels de l'Union européenne et rentrera et va rentrer en vigueur euh, le 20e jour suivant sa publication. Il s'appliquera 24 mois après la date de la rentrée en vigueur. C'est comme ça que ça marche. Donc, quel est le champ d'application de ce règlement? Donc, comme je vous ai dit, cet règlement, il remplace une directive sur l'éco-conception des produits liés à l'énergie, mais il élargit son champ d'application à tous les produits mis sur le marché ou mis en service, y compris les produits intermédiaires. Quelle est l'exception? Des produits alimentaires, les produits médicinaux, le vivant et les véhicules à moteur. Je reviendrai après. Numéro 2, il rajoute de nouveaux aspects sur la durabilité, la robustesse des produits et les critères d'éco-conception. Et il permet l'adoption des exigences communes sur l'éco-conception et la donnée des produits élargis
dont la conformité continuera à conditionner l'accès au marché européen. Et trois, il va avoir une grande attention à cette passeport numérique des produits, aux labels et aux certifications qui vont permettre de activer cette éco-conception et donner l'élément d'épreuve. Je passe rapidement sur ces trois aspects qui font partie des règlements sur l'éco-conception. Il va fonctionner comment? Donc, il y a trois grands dispositifs nouveaux par rapport à ce qui a été présenté, enfin, ce qui a été dans la directive précédente. Donc, c'est l'obligation des marchés publics plus écologiques. Donc, c'est la réglementation permettra de fixer des critères obligatoires en matière des marchés publics écologiques pour des pouvoirs ou les entités contractantes. Donc, ça dit ce que ça dit. Euh, Tout contrat venant d'une entité publique ne pourra pas simplement faire un choix de prestataire sans passer par une grille de critères plus écologiques. La prévention et la destruction des invendus. La prévention de la destruction des invendus en France, ce n'est pas nouveau. On les connaît déjà grâce au dispositif de la loi AGEC et merci à Brune Poisson qui a été à l'époque ministre de la transition écologique et qui a poussé pour que ce critère soit en place. Ça paraît évident, mais c'est des pratiques industrielles. L'idée, c'est de interdire la destruction des invendus pour des raisons de image ou autres. Donc, ça sera plus possible. Et la surveillance du marché et des contrôles douaniers. Donc, effectivement, vous m'entendez? Tout va bien? Tout va bien. Oh, attendez, J'entends un écho, mais bon, si vous entendez bien, c'est super. Donc, on parle de vraiment cette euh, surveillance des marchés et les règlements sur le Digital Service Act, qui est d'autres réglementations qui sont annexes. Donc, on rentre maintenant un peu plus dans les Digital Product Passport. Je voulais qu'on prenne un peu le temps de regarder ce schéma parce que ça montre à quel point l'économie circulaire nous oblige et nous amène à avoir une approche plus systémique. Et c'est la preuve dans les systèmes européens, la Commission européenne. Pour votre information, il existe 33 directions générales. Et donc, parmi ces 33 directions générales, il y en a 6 et qui sont ici sur la droite en haut, qui sont en train de se mobiliser pour l'élaboration de ce DPP depuis plus de 2 ans. Donc, on voit la direction des services numériques, c'est Digit, la direction des services du réseau de communication, contenu et technologique, c'est les DigiConnect. Et la direction générale de marché intérieur et l'industrie, c'est l'entrepreneuriat et PME, c'est les DigiGros, les Digi Énergie, les Digi Environnement et le Digi Fiscalité et Union douanière qui est le TAC Sud. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que dans la team DPP, il y a à la fois des projets, il y a à la fois un besoin de standardisation, et donc vous allez commencer à faire un peu le lien avec GS1. On repère et on suit les initiatives qui ne sont pas à l'origine de la Commission européenne. On suit l'implémentation des actes délégués parce que chaque catégorie de produits et le détail de ce qui doit contenir le DPP va venir par acte délégué.
et d'autres directives ou réglementations qui vont inclure cette notion de DPP. Elles sont ici listées. C'est les batteries, c'est la réglementation pour les produits de construction, c'est les jeux et jouets, les détergents, le packaging, etc., etc., etc. Et après, ils envisagent déjà toute la partie déploiement et c'est tout un sujet qui est vraiment colossal. Donc, il y a un code couleur. Vous allez avoir accès à ces slides. Il y a un code couleur dans lequel chaque DJ prend un peu le lead de suivre les choses. Donc, passons maintenant à qu'est-ce que le DPP. Donc, le passeport numérique des produits, son objectif, c'est de simplifier l'accès numérique aux données spécifiques des produits en matière de durabilité, de circularité. Est-ce qu'il est réparable? Est-ce qu'il est recyclable? Est-ce qu'il est reconditionnable? Et bien sûr, de sa conformité réglementaire. Il ne s'agit pas donc d'un outil de suivi et de traçabilité, mais il permettra d'inclure des informations de traçabilité. Euh, le DPP va permettre de prendre de bonnes décisions aux consommateurs comme vous et moi en matière d'approvisionnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce DPP, on doit pouvoir avoir accès à l'information avant l'acte d'achat. Il va faciliter les métiers du circulaire, donc la réparabilité, le recyclage, le reconditionnement, la réutilisation. En France, on parle des filières REP, de la responsabilité élargie de producteur. Pour toute la partie circulaire et fin de vie, ça va booster toute cette activité et la professionnaliser aussi. Et aussi, voilà, c'est la préservation de la gestion des ressources aussi. Donc, renforcer le contrôle de la conformité de produits et aux obligations légales. Donc là, on est sur une partie du passeport. Bah, c'est un élément de preuve et donc les autorités compétentes doivent pouvoir accéder à une information spécifique. Très important, la responsabilité de créer le DPP et du metteur en marché. Qu'il soit les fabricants, le distributeur ou l'importateur, c'est le metteur en marché qui aura la responsabilité de ces DPP. Donc, la réglementation dit, c'est the economic operator placing the product in the market. C'est le rôle de cet economic operator, c'est de assurer que le passeport est authentique, il est fiable et il est vérifiable. Quelques caractéristiques, je me suis mis un peu le timekeeper dans mon téléphone, tout va bien. Oui, ça fait 26 minutes. Donc, quelques caractéristiques du conception du DPP. Il est important de noter que le système des données va être décentralisé. La donnée sera mise en place et tenue à jour par les opérateurs économiques ou un offreur de solutions qui va être certifié pour. La commission ne va pas stocker l'information, mais la commission veut avoir accès à un registre central du DPP. Donc, on voit ça comme une sorte de numéro auquel il va pouvoir garder le registre, mais toute l'information qui va pointer, qui va être fournie dans le DPP, il doit être sur des bases de données décentralisées. Et donc, c'est un identifiant unique qui va être relié au passeport et il y aura plusieurs niveaux d'accès à l'information en fonction du type d'acteur. Donc, entreprises des différents segments de la chaîne des valeurs vont pouvoir accéder à ce passeport et peut-être l'enrichir. Euh, les consommateurs vont pouvoir avoir cette information sur l'état du produit et euh, il y aura aussi une différenciation entre la donnée qui sera publique et une donnée qui sera restreinte. Il y aura aussi une sorte de copie de sauvegarde du DPP
qui devra être conservé par un prestataire de services de passeport produit tiers certifié. Et pour faciliter aussi la vie aux PME, il y aura un site web qui va permettre aux consommateurs de comparer les produits, mais il va offrir un sorte de système facile aux PME pour la génération de ces DPP. Donc tout ça, enfin, vous imaginez que c'est colossal comme information, comme dispositif à mettre en place. Et voilà, une autre caractéristique est que le DPP doit être disponible lors de l'achat, comme je vous ai dit, surtout quand c'est un achat en ligne. Donc oui, si on a le produit dans la main dans un supermarché ou dans un magasin, une boutique, on peut flasher le passeport. Mais la complexité va aussi dans les marketplaces parce que il doit être aussi disponible lors de l'achat online. Avoir accès aux informations avant d'avoir le produit dans la main. Donc, vous voyez un peu comme c'est challenging. Donc, hop, on passe maintenant. Le DPP, un concept, deux dimensions. Il a deux volets, celui du système et celui de la donnée. La Commission nous rappelle qu'il existe une différence fondamentale entre les deux. Le DPP data est tout ce que l'utilisateur va voir lorsqu'il va scanner ou va lire le DPP. Et le système DPP est tout ce que l'utilisateur ne verra jamais. Il s'agit de tout ce qui se passe en arrière-plan afin de rendre le DPP opérationnel. Et c'est ça le domaine dans lequel les organismes de standardisation, les organismes de normalisation comme l'ISO, le CNCNELEC et toutes les instances locales. En France, ça s'appelle l'AFNOR, je ne sais pas comment ça s'appelle au Canada, mais c'est les instances locales de normalisation travaillent dans différents pays dans le monde pour, euh, pour contribuer à l'harmonisation de ce qui va être le DPP système. Donc, ces travaux des standardisations porteront sur l'ensemble des standards et des protocoles relatifs à l'IT et qui seront nécessaires au bon fonctionnement du DPP. Donc, pour illustrer un peu la chose, la Commission a demandé au CNCNELEC, donc c'est un organisme européen de normalisation, de travailler sur toute la liste que vous voyez ici et nous avons jusqu'au 31 décembre 2025. Donc, pour ceux qui sont dans la salle ou qui sont présents à distance, à l'échelle de la production d'une norme, c'est extrêmement rapide. Donc, c'est un travail qui est très important dans lequel on est en train de mettre énormément de ressources parce que la responsabilité vient du CNCNELEC, mais ça s'est co-construit avec les entreprises et avec les différents agences de normalisation locales. Donc, dans l'organisation de ces travaux, que c'est le JTC 24, on a un working group qui s'occupe de la coordination des travaux. Il y a un working group qui s'occupe des identifiants des data carrières dans lesquels GS1 participe de manière active. Il y a la partie sécurité et il y a une partie sur l'interopérabilité. Je ne sais pas si le mot interopérabilité vous dit quelque chose, mais ça veut dire un peu le langage du business. Et quand on parle d'un produit, de- d'un logiciel informatique qui a plusieurs promesses vis-à-vis de son utilisateur, mais qui a développé son propre système et qui n'est pas interopérable avec d'autres systèmes, bah, ce n'est pas viable. Aujourd'hui, l'interopérabilité, l'interopérabilité, comme il est écrit là,
interopérabilité sémantique, technique et organisationnelle sont la base pour que l'information soit fluide et les flux physiques soient accompagnés d'un flux informatique et qui donne une information correcte. Vous allez me dire, mais c'est pas grave, il y a des tableaux de correspondance, mais non, parce que tous les bénéfices qu'on va faire avec la préservation des ressources, on va pas le faire pour créer de la donnée qui va être stockée dans des data centers. Donc, l'interopérabilité est clé pour que la donnée, elle ne soit pas duplicable et elle soit une continuité numérique de la manière la plus sobre possible. Donc, il y a des aspects essentiels du passeport produit. Et ici, vous avez la liste de tout ce qui va être concerné par le DPP selon les catégories de produits. Donc, c'est des exigences en matière d'éco-conception. Elles vont être précisées par les actes délégués pour un produit ou pour un groupe de produits donnés. Et ça veut dire que, ça ne veut pas dire que tous les aspects que vous voyez là, la réusabilité, la reliabilité, la durabilité, la réparabilité, l'empreinte environnementale, c'est une liste qui est encore, qui dépendra de la catégorie de produit et si c'est pertinent, ça va se mettre en place selon la catégorie de produit. L'objectif, c'est de faire pousser à l'amélioration des produits. Et l'objectif de la réglementation, c'est avoir trois critères principaux. Donc, c'est faire des produits, les produits plus efficients à tout niveau, réduire l'empreinte environnementale tout au long de leur cycle de vie et faire que les produits durent plus de temps, réduire leur obsolescence programmée et augmenter la robustesse. Et enfin, réduire la quantité de déchets produits. Donc, dans les exigences du DPP côté données, vous avez les actes délégués. Là, je vais me concentrer sur la partie éco-design. Donc, il y aura des informations produits et des informations sur la performance de ce produit. Et je ne m'attarde pas trop parce que on a encore beaucoup à dire. Donc, quels sont les produits concernés? Donc, ici, la liste à date. Donc, c'est des textiles, les chaussures, l'ameublement, les produits de céramique, les pneus, les détergents, les matelas, les lubrifiants, la peinture, les cosmétiques, les jeux et jouets, les engins de pêche et les absorbants et hygiène. Il y aura aussi des produits intermédiaires, type fer et acier, aluminium, métaux non ferreux, produits chimiques, plastique, pâte à papier, et papier et le verre. Donc ça, c'est à la fois des produits intermédiaires et à la fois des produits finis. Euh, cette liste vient d'un organisme de recherche spécialisé dans l'éco-conception et dans les analyses de cycle de vie qui s'appelle les JRC, donc c'est les Joint Research Center, dans lesquels on peut avoir accès aux travaux et aux méthodes de calcul. Donc, juste pour vous donner une idée, dans les actes délégués par catégorie de produits, ce travaux faits par le JRC, donc vous allez pouvoir avoir accès à ça. Ça évalue par rapport, donc voilà, l'urgence, c'est vraiment les produits ceux qui ont un impact les plus important sur l'environnement et c'est ceux qui vont avoir besoin d'avoir un passeport digital, un passeport numérique. Donc, l'impact sur l'eau, l'air, les seuils, la biodiversité, les déchets, les changements climatiques, l'usage d'énergie et la toxicité humaine. Donc ça, c'est un peu pour vous donner, c'est une graphique que j'ai pris de ces produits qui sont shortlistés dans les produits qui vont être prioritaires. Et sur ce qu'on appelle les requirements horizontales.
Donc, c'est vraiment les mesures horizontales. Donc, on va voir, c'est au niveau de la durabilité. Donc, qu'est-ce qu'on parle, de quoi on parle et de quelle manière on va la calculer. Tout ça, c'est expliqué pour la durabilité, pour la recyclabilité et pour la partie post-utilisation et recyclage du contenu. Tout ça, c'est bien documenté. Et dans les slides précédentes, attendez, je vous ai pas expliqué, ici, on parle de secteurs qui sont couverts par d'autres législations européennes et des portées similaires. Je vous ai dit que le DPP, avec le graphique un peu plus d'une approche systémique, il n'y a pas que le ESPR qui parle du DPP, il y a bien sûr le ERP qui est les Energy Related Products, c'est l'origine, la première directive avant le ESPR. Et les produits de construction, dans les Construction Product Regulations, imposent un DPP pour les produits de construction. Et les batteries, les règlements sur les batteries a été publié déjà en août 2023. Et dans le packaging, il aura aussi cette notion de passeport numérique. Je ne sais pas plus, mais on le suivra aussi. Et hors périmètre, c'est ce que je vous ai dit, alimentation, alimentation animale, médicaments et produits vétérinaires, le vivant et les micro-organismes et les véhicules à moteur. Les véhicules à moteur, c'est parce qu'il y a une réglementation qui est très spécifique et donc ça sort du cadre, mais ils auront aussi leur passeport. Pardon. Donc, pour vous donner une idée, comme les passeports numériques pour les passeports numériques pour les batteries, les exigences sont déjà claires. Ici, je vous ai mis un exemple de l'information qui va contenir un passeport numérique dans une batterie. Et ça a été publié par les Battery Pass de l'Union européenne. Donc, vous pouvez voir et l'information générale sur la fabrication, le lieu, la date, quelle catégorie de produits des batteries elle est, quel est le poids, quel est son statut et les différents données qui sont pertinentes pour la batterie. Donc, les labels et certifications, l'empreinte carbone, la supply chain et la due diligence, et les matériels et composition, la circularité, etc., la performance et la durabilité. Donc, dans les perspectives du DPP, on voit que les industries prioritaires, donc comme je vous ai dit, les batteries, ça a été déjà publié et la rentrée en vigueur, c'est en février 2027. Maintenant, on parle des actes délégués. Le textile, par exemple, normalement, il y aura l'acte délégué qui va être publié fin 2025 pour une rentrée en vigueur en juin 2027. Et ainsi de suite pour les plastiques, pour les produits chimiques, pour les réglementations de l'éco-conception, c'est aussi à l'horizon 2027. Euh, et aussi pour certaines catégories de produits dans ce règlement, le mobilier et tout ce qui est appareil électronique et technologie de la communication. On va passer du côté droite de la slide. Donc, il y a des options technologiques. On ne sait pas si ça va être, par exemple, pour les batteries, l'exigence, c'est que le DPP soit avec un support de données, ça sera un QR code. Mais pour d'autres produits, ça peut être aussi le RFID, ça peut être aussi le watermark, ce que je doute de plus en plus, parce que c'est difficile à mettre en place et à passer à l'échelle, le NFC ou les Bluetooth Tag. Moi, je vous ai mis plus en grand ce que, à mon avis, va être les plus utilisés. Et parce que aussi, parce que GS1 apporte cet soutien aux entreprises dans ces cadres-là. Les niveaux d'application, donc juste pour vous donner une idée, et de quoi on parle? Est-ce qu'on parle d'une information rapportée à un modèle de produit? Donc, tous les produits qui ont la même référence auront
une information pareille. Mais vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on va différencier pendant le cycle de vie des choses qui arrivent à ce produit? Bah, si, c'est la bonne question, mais peut-être on ne sait pas. Selon les catégories de produits, ça sera simplement des consignes. Après, si on descend à référence plus numéro de lot, là, on peut retirer un peu plus d'informations et échanger plus pendant le cycle de vie du produit, mais au niveau du lot. Et pour moi, celui qui a la plus de pertinence pour pouvoir suivre pendant le cycle de vie, c'est le numéro de l'article. Donc, article, c'est comme un passeport numérique, comme les passeports que nous avons nous tous, qui est propre à nous. Si j'avais une sœur jumelle, elle aurait son passeport et moi j'ai le mien. Et de la même manière, au niveau de l'article, dans les langages de GS1, on dirait un numéro sérialisé accompagné d'une référence. Donc, ce qui permettrait vraiment d'accompagner, d'avoir cette continuité numérique qu'on souhaite pour rendre le produit les plus, enfin, donner plusieurs vies au produit dans la mesure du possible. Donc, il y a des données, donc les données vont être restreintes, notamment pour les autorités des contrôles, et des données publiques pour les consommateurs. Un consommateur n'a pas besoin de connaître quelques détails du DPP parce que ça peut l'induire à l'erreur et ça peut avoir un effet opposé de ce qu'on souhaite. Donc, il y aura ce jeu des données restreintes et publiques. Il y aura aussi des données statiques et dynamiques sur les produits. Donc ça paraît simple, dit, mais c'est un travail qui sera très important et qui doit être bien cadré pour éviter de surproduire de la donnée. Et comme je vous ai dit, c'est particulier, mais il y aura une approche décentralisée avec un registre tenu par la Commission européenne ou un offre des solutions déléguées avec un DPP centralisé, registre de DPP centralisé. Donc, la conformité du DPP pour une entreprise qui importe sur les marchés européens des articles commerciaux et des composants d'articles commerciaux, elle doit se conformer aux règles du DPP. Et pour chaque produit spécifique, elle aura la responsabilité de créer le DPP, de s'assurer de l'exhaustivité des données du produit sur le DPP, de l'authenticité, la fiabilité et la vérification des informations contenues dans le passeport, parce que c'est le metteur en marché, donc l'entreprise qui importe les produits, elle n'a peut-être pas toutes les informations, mais c'est sa responsabilité d'aller les chercher tout en amont de la chaîne de valeur. Et donc, ça va répondre à plusieurs informations que dans le cadre d'autres directives, comme celle du devoir de vigilance, bah, un producteur doit connaître les pratiques de ses suppliers, de ses fournisseurs. Donc, forcément, il va devoir aussi utiliser cette information pour être conforme à la directive sur les due diligence. Il va devoir aussi se conformer à cette directive de l'éco-conception. Donc, il y a beaucoup de choses qui matchent bien. Et donc, il y aura besoin d'une copie de sauvegarde qui va être conservée par le fournisseur de tiers de service du passeport produit. Parce que si le metteur en marché, pour une raison ou une autre, son entreprise disparaisse, bah, il faut, et c'est écrit dans la réglementation, que le DBP il persiste au moins 10 ans dans cette copie de sauvegarde. Et une copie des identifiants uniques du produit est mise à disposition des revendeurs et des places de marché, des marketplaces en ligne qui vendent le produit correspondant. Et je me rapproche de la fin. La commission est consciente de ces changements, de ces changements structurants vis-à-vis de l'économie circulaire. Il est conscient qui est vraiment le DPP a une puissance de changer énormément les pratiques. C'est un game changer.
Et donc, il a mis en place un forum éco-conception dans lesquels toutes les entreprises vont pouvoir contribuer, pas forcément des entreprises européennes, mais des entreprises qui s'intéressent à commercialiser avec l'Europe, et des organismes de recherche, etc. Et donc, ce forum éco-conception va être probablement créé dans le troisième trimestre 2024 et il va commencer à opérer à partir de fin 2024. Ici, je vous ai laissé un calendrier des jalons provisoires. Donc, tout se passe comme prévu. En mai, il y a eu l'approbation finale du Conseil européen. Normalement, en juin, on aura la publication dans les journaux officiels de la Commission européenne. Hum, Entre juin et juillet va rentrer en vigueur cette réglementation et on va créer le forum éco-conception. En fin 2024, et on va commencer avec les premières réunions du forum. Et à partir de mars 2025, on va commencer à voir l'adoption des différents plans de travail avec les actes délégués, et notamment par exemple sur l'interdiction de la destruction des invendus. Là, tous les actes délégués qui vont préciser comment faire, vont commencer à apparaître au fur et à mesure. Donc voilà, juste pour refaire un peu le lien avec GS1 et un peu faire la boucle. Ce sujet est critique pour l'organisation GS1 qu'on est. Je vous ai dit qu'on a plus de 2 millions d'entreprises adhérentes dans le monde. En France, on a 58 000 entreprises adhérentes. C'est, c'est un sujet qui est critique pour nous parce que ça va impacter les entreprises qui sont adhérentes chez nous depuis énormément de temps et qui ont développé, qui ont investi sur un système informatique qui permet une lecture de code barre, etc. Et effectivement, dans l'article 10 de règlement, on parle des exigences générales pour le passeport numérique du produit. Et donc, le passeport doit remplir des conditions suivantes, donc relier à un support de données, à un identifiant de produit unique et permanent. Et toutes les informations qui figurent dans le passeport produit doivent être fondées sur des standards ouverts. GS1 propose des standards ouverts, élaborés dans un format interopérable et qui doivent être lisibles par machine, et il doit être structuré et consultable et transféré par l'intermédiaire d'un réseau d'échange des données interopérables et ouvert, sans verrouillage des fournisseurs. Donc tout ça, c'est déjà précisé dans l'article 10 et GS1 est pertinent parce que ça décrit exactement ce que GS1 apporte aux entreprises de nos écosystèmes. Et on voit dans l'annexe 3 qu'il mentionne même un de nos standards qui est les standards d'identification de produits qu'on trouve dans les produits qui passent en caisse dans les magasins. Voilà. De la même manière, on est actif et on est proactif dans cette mise en place de réglementation parce que c'est notre devoir vis-à-vis de nos entreprises adhérentes d'éviter ça, ce qu'on voit sur les produits à droite, un code barre qui va donner la liste des ingrédients, un code barre qui va être pour le passage en caisse, point of sale, un barcode qui va être pour la nutrition. En fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir un seul code à barre qui va véhiculer une information de différentes manières et GS1 a fait ses preuves pour être en mesure de le faire. Mais cela ne veut pas dire que on sera la seule agence attributrice d'identifiants qui va proposer des Digital Product Passport, des passeports numériques. Et la beauté de la chose, c'est que ça soit interopérable. Donc, si un secteur d'activité qui n'a pas l'habitude d'utiliser des standards GS1
optent pour un système différent, ben, les challenges pour tout le monde, c'est que les deux amènent à un passeport digital qui contiendra la même information et qui sera interopérable. Ça, c'est l'interopérabilité sémantique. Donc, comme je vous ai dit que le passage de code à barre linéaire va se faire vers le code à barre à deux dimensions QR code augmenté dans les prochaines années. Euh, je me suis amusée à vous présenter ça parce que finalement, l'objectif d'un passeport digital, et ça, c'est, attention, c'est vraiment une prospection, une projection, ce n'est pas quelque chose qui est aujourd'hui opérationnel. GS1 est en mesure de le faire, mais ce n'est pas quelque chose qui est dit par la réglementation. Donc, on dit que on peut trouver un code, enfin, pardon, un site URL. Donc, c'est l'exemple, ça peut être un produit quelconque ici, Nike ou Adidas ou bien Procter Gamble. Et il y a une sorte de sémantique qui va permettre de rajouter le code à barre du produit, plus son numéro sérialisé. Tout ça, ça va être véhiculé par un QR code est scannable et qui donne une information produit. Cette information produit peut être à la fois passée par un résolveur du propriétaire de la donnée et donner de plus en plus d'informations comme l'information de traçabilité, les certifications, l'empreinte carbone ou des consignes de recyclage. Donc finalement, si on se projette sur le passeport digital, toute cette information peut être véhiculée grâce à ce QR code qui est structuré et qui apporterait tout ce que le système DPP demande dans la réglementation. Attention, je parle bien de quelque chose qui est conditionnel. Ce n'est pas la réglementation européenne qui dit ça, c'est la casquette GS1 qui se projette avec les standards qu'on propose. Les standards qu'on propose. On n'est pas offreur de solutions, je vous le rappelle. Et puis, quelles sont les quatre actions clés pour commencer à travailler? Donc, pour les entreprises, il faut qu'elles participent à l'élaboration de la réglementation. Il y a cette forum éco-conception. Il faut commencer à influer et à apprendre de ce qui va venir par la suite. Identifier les données qui sont nécessaires, les informations qu'elles disposent déjà, explorer les données qui peuvent être manquantes sur les produits. Il faut s'organiser en interne parce que c'est quelque chose qui est systémique. Donc, toutes les équipes qui vont être concernées et informées et impliquées dans les changements du DPP, les achats, la production, l'informatique, le marketing, etc. Et prévoir des changements technologiques parce que forcément, ça va pas se faire en claquant les doigts. Et bien sûr, la collaboration, c'est la base. Pardon. Et pour finir, juste à titre d'exemple, GS1, je suis responsable, excusez-moi, donc je suis responsable d'animer une communauté d'intérêt, donc c'est la collaboration que j'ai commencé à animer en février 2023 et elle est à destination des entreprises adhérentes et non adhérentes à GS1 et qui ont un intérêt sur les réglementations de l'éco-conception. L'idée, c'est de favoriser cet échange et la collaboration entre les parties prenantes. Et l'objectif, c'est d'alimenter nos réflexions, continuer à s'informer et se mobiliser. Pourquoi? Parce que au niveau européen, il y a des consortiums qui se sont créés, notamment le consortium CIRPAS, dans lesquels on a commencé à... Le CIRPAS 1, c'était vraiment comprendre les prototypes du DPP, de quelle façon qu'ils ont toute la partie technique derrière, l'interopérabilité, la sémantique, tout ça. Et maintenant, on passe au DPP, pardon, au CIRPAS 2, dans lequel il y aura 13 projets pilotes dans lesquels bah,
6 projets pilotes avec des entreprises, notamment des entreprises de l'Amérique du Nord chez vous, euh, 6 sur le textile, 6 pilotes sur les équipements électroniques et un pilote sur les pneus et un pilote sur les équipements de construction. Ces deux dernières pilotes GS1 France accompagne ces deux dernières pilotes et donc on va être informé et on va nourrir toutes ces réflexions, on va faire des POC, etc. Donc voilà, l'avenir s'annonce très bien. Là, je suis à la fin de ma présentation, 58 minutes. J'espère que je vous ai pas perdu. C'est juste après l'heure de déjeuner chez vous. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Daniel, Philippe, est-ce qu'il y aurait des questions? Yana, c'était très clair. C'est quelque chose d'assez complexe comme réglementation, mais c'était extrêmement clair. Gros merci pour ta présentation. On a le temps pour des questions. Il y en a, bon, oui, il y en a dans la salle, il y en a en ligne. On va essayer pour être capable de les capter sur l'enregistrement, on va passer le micro, en fait, pour ceux qui ont des questions. Il y a Hortense derrière. OK, il y a Louis ici en avant, bien entendu. Bonjour, j'avais une petite question sur tout ce qui va être empreinte carbone et circularité. Les informations qui seront contenues dans le passeport, elles devront, je suppose, être calculées par des compagnies, par des organismes. Et je Oui. sais qu'il y a des organismes qui font pas toujours ça très bien. Et donc je me demandais, est-ce que la Commission européenne délivrera des certifications à certains organismes qui devront s'occuper de tous les passeports? Ou est-ce que on n'en est pas encore à cette réflexion-là et que même si c'est mal fait, ce sera des informations qui seront dans le passeport? Merci. Alors, je rappelle ma réponse et avec la connaissance que j'ai. Donc, si jamais demain ou après-demain ou dans un mois, on apprend des choses qui sont un peu à l'opposé de ce que je vous dis aujourd'hui, je vous ai prévenu. Mais donc, moi, avec ce que je sais. Je vous ai parlé du Joint Research Center. Ce Joint Research Center est en train de faire un travail colossal de collecte d'informations des ACV précédents. On parle de vraiment de trouver les systèmes des bases de référence communes qui va être utilisées par le plus grand nombre. L'objectif, c'est en effet de réduire ce risque que vous venez de lister. Si on fait une analyse de cycle de vie selon les scénarios, selon les bases de données ou des scénarios qui sont pas homogènes, on peut arriver à tout et n'importe quoi des résultats des émissions. Donc, ce que je peux dire, c'est que il y aura une base de données commune, il y aura une méthodologie qui va être précisée dans les actes délégués pour certaines catégories de produits. Donc, ça sera la même pour les textiles et chaussures, ça sera la même pour les critères, pour les jeux et jouets, etc., etc. Mais effectivement, et c'est l'objectif du forum éco-conception, c'est vraiment de nourrir et d'accompagner toutes ces réflexions parce que l'idée, c'est vraiment de ne pas se louper. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que ce DPP va apporter vraiment une réponse à ce besoin de basculer de l'énergie de l'économie linéaire à l'économie circulaire. Donc, je vais vous partager le lien vers le document qui est en cours, il est en cours, sur toutes les bases des connaissances, en dépendant des catégories de produits, pour calculer l'empreinte environnementale. Yana, je vais prendre, en fait, il y a des questions en ligne aussi, hein, donc on va alterner. Question, en fait, quels impacts en termes de stockage et d'échange de données au niveau des centres de données? Est-ce que ça va être multiplié par 10? Donc, quel est l'impact sur
la nécessité de mettre en œuvre des nouvelles infrastructures pour accueillir et échanger toutes ces données? Et est-ce que les coûts environnementaux de ça vont être intégrés dans les fameux passeports digitaux? Alors, cette question, je n'arrête pas de la poser aux différentes instances de la commission pour me rassurer que effectivement on va pas avoir un déplacement d'impact dû à la donnée qui va être produite à des niveaux de manière massive. J'espère que la commission a vraiment pris compte de la dimension que ça peut avoir de stocker une telle information, la volume. La seule chose que je peux dire, c'est que si, c'est que, bon, pour moi, la commission, toute l'Europe est en train de vraiment faire tout l'effort pour que ça soit fait bien. Et quand on parle d'interopérabilité, c'est la base pour être en mesure de avoir une donnée qui ne va pas être duplicable, mais utilisable enfin, consultable par les différents acteurs sans devoir la reproduire. Et pour moi, même si c'est la volonté, ça sera aussi un changement de paradigme pour les acteurs de ne pas dupliquer la donnée sur un serveur local. C'est vraiment être conscient déjà que la donnée a un impact. Et merci Daniel parce qu'avec nos échanges, tu m'as permis de, enfin, tu m'as fait connaître un livre que j'ai lu récemment sur l'impact du numérique. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est majeur. Ça ne peut pas être un déplacement d'impact et la sobriété numérique doit être gardée à l'esprit de tout le monde. Moi, je pense, et c'est aussi, enfin, je fais partie d'une organisation qui va dans ce sens. Plus la donnée est structurée, plus elle est claire et interopérable, comme c'est noté un peu dans les baselines de ma présentation. C'est des Global Language of Business. L'idée, ce n'est pas de la dupliquer, la tripliquer, c'est vraiment de la utiliser au maximum sans trop la faire bouger seulement s'il y a un événement clé qui change la caractéristique intrinsèque d'un produit. Mais l'idée, c'est vraiment de réduire, enfin, d'éviter cette problématique. Mais effectivement, c'est une excellente question. Hortense. Bonjour, merci pour la présentation. Double question. On imagine assez bien taguer un objet qui a une durée de vie courte, type une batterie. On sait où elle est dans un véhicule, par exemple, ça se fait assez bien. Si on pense aux matériaux de construction, double enjeu, comment on fait pour taguer un produit qui est potentiellement assemblé, peint, recouvert par d'autres? Et est-ce que Ouais. la Commission européenne a des exigences sur la donnée sur ces produits-là? Comment on fait pour s'assurer que cette donnée, elle sera encore disponible dans 50 ans, 100 ans, 150 ans, quand viendra le temps de démanteler un bâtiment? Exactement, c'est une très très bonne question. Donc, pour vous dire, la révision sur le Construction Product Regulation explique très bien la chose. Je vais apprendre dans les prochaines années un peu plus sur cette réglementation, mais effectivement, on parle d'une donnée qui ne va pas être posée directement sur les produits, notamment un produit qui va être, notamment le ciment ou bien un produit qui va être caché par une autre chose. Euh, et on parle de sortes de logbook. Donc, les promoteurs immobiliers ou les gestionnaires d'un bâtiment va devoir garder, c'est là où la notion de jumeau numérique a tout son sens parce que dans toutes les étapes de conception d'un bâtiment, enfin, le jumeau numérique, c'est celui qui va apporter les identifiants qu'on ne peut pas posé sur la coulée de ciment ou l'acier qui a permis de tenir les structures du bâtiment. Donc, tout ça, ça va être complètement fait au niveau informatique. Et pour information, comme nous, on accompagne le pilote sur la construction dans les cadres du CIRPAS 2, ça s'est fait avec une entreprise
norvégienne qui s'appelle CoBuilder et ils sont en train de préparer tout ça pour que ça soit le plus facilement d'accès et des données parce que au-delà des données environnementales, on parle aussi d'une performance structurelle, des températures, de résistance, enfin, tout ce qui est lié dans ces secteurs-là qui est extrêmement complexe. On le fait avec cette offre de solutions. Donc, je vais apprendre un peu plus dans les prochaines années parce que c'est prévu et effectivement, les produits, ils ne seront pas tous tagués. Peut-être une porte, oui, ou une fenêtre, mais les éléments des constructions, tout ça, ça va être dans les jumeaux numériques. Permet de m'intégrer dans les questions, Diana. Il y en a une qui me brûle les lèvres. En fait, c'est que tu as parlé dans tes slides que, évidemment, cette directive s'appliquait aux opérateurs économiques qui importaient les produits, mais qu'en est-il des exportateurs? Autrement dit, est-ce que les entreprises hors périmètre Europe qui veulent exporter leurs produits en Europe vont être assujetties au passeport numérique? Bien sûr, en fait, je parle de côté Europe. Donc, c'est tous les importateurs de produits en Europe qui vont être concernés. Et de la même manière, l'exigence, ça sera aussi vers l'étranger et ça va être euh, clarifié. Enfin, ça va être de la même manière, enfin, peut-être moins d'exigence, mais une fois que le produit est produit en Europe, il devra avoir aussi un passeport digital. Donc, c'est dans les deux sens. Pour exporter vers l'étranger et pour importer vers l'Europe, il y aura besoin d'un passeport numérique. D'accord. Question en ligne. Comment va être géré l'accès aux informations des opérateurs économiques au point de vue de la confidentialité? Et c'est effectivement par ce que je vous ai dit qu'il y a une donnée qui est restreinte et une donnée qui va être publique. La confidentialité, c'est une question qui a été posée à plusieurs reprises dans les différents webinaires organisés par la Commission. Et l'objectif, c'est vraiment de ne pas révéler des choses très complexes, mais c'est conformer à cette réglementation via des certificats, des analyses qui ont été faites. Mais effectivement, c'est un volet qui a été déjà pris en compte. Autre question, en fait, quels sont les impacts prévus ou prévisibles sur le commerce mondial et à quel horizon? Bon, évidemment, tout ça touche l'Europe. On aimerait bien que cette initiative, en fait, migre aussi, entre autres, en Amérique du Nord, mais on n'a pas l'équivalent de la Commission européenne ici en Amérique du Nord, donc pour développer des directives comme celle-là. Euh, Tu parlais que là, c'était un game changer, en fait, comme initiative. À quel niveau, comment tu penses que ça va favoriser ou accélérer la circularisation de l'économie à l'échelle européenne et à l'échelle internationale? Ben, effectivement, l'idée, c'est de pousser pour que l'éco-conception devienne la norme. Et donc, ce passeport digital sera l'élément d'épreuve, ce sera le véhicule, le fantastique outil de circularité parce que ça va donner une information sur comment le produit il a vécu dans son passé pour en profiter au maximum, cette donnée et qu'elle puisse permettre d'être réutilisée, réconditionnée. Euh, il y a il y a une entreprise ici en France qui s'appelle Voltaire, qui, Voltaire, donc VOLT et la lettre R, qui réconditionne des batteries et il disait dans une des tables rondes dans lesquelles on a participé ensemble, il disait que aujourd'hui, il manque d'énormément d'informations pour booster au maximum la, la batterie qui est réconditionnée. Si
il disposait d'une information de ce qui contient la batterie, de ce qu'elle a vécu, il pourrait la rendre utile pendant plus de temps ou la faire fonctionner avec un taux d'utilisation supérieur. Donc tout ça pour dire que la donnée sera au service de l'économie circulaire pour mieux se servir des produits, pour mieux connaître tout le potentiel qu'il peut avoir par la suite. En France, on parle des filières REP, des éco-organismes dans énormément de secteurs. Donc, il y a pour les bâtiments, avec Écomaison et Valdelia, Écomaison, Valdelia, et comment il s'appelle l'autre? Bon, il y en a énormément. Pour les appareils électroniques, c'est écologique, écosystème. Pour les pneus, il y a Alia Pure et tous ces organismes qui vont opérer en fin de vie ont besoin d'une information qui est vraiment très fiable pour pouvoir vraiment se servir des informations. Je pourrais donner un exemple de pneus, mais ça me prendrait beaucoup trop de temps et je pense que le temps passe. Autre question, en fait, qui vient aussi en ligne, en fait, de ceux qui sont en ligne. Sachant la confusion que génère parfois la grande variété de certifications chez les consommateurs et la grande quantité d'infos qui va se retrouver dans le fameux passeport, là, comment s'assurer justement que le consommateur va être capable de bien comprendre l'information qui va être générée par le passeport pour l'aider à orienter ses achats? J'avais la même question. Est-ce que ça va demander une phase de Oui. sensibilisation, de formation chez les consommateurs pour être capable de bien utiliser en fait le fameux passeport? Oui, il va avoir une phase déjà des sensibilisations des entreprises, des communications via le forum éco-conception, mais chaque pays, à son niveau plutôt sectoriel, enfin sectoriel et local, enfin national, ils vont mobiliser via le ministère des entreprises, des finances et des entreprises, ou via le ministère comme en France avec le ministère de la transition énergétique, pardon, transition écologique, ou via l'ADEME. Mhm. Et l'objectif, c'est vraiment de aider les entreprises à se préparer et de la même manière les consommateurs. Donc, on n'est pas encore là, mais il faut se dépêcher. Et je sais que la Finlande, la Suède, l'Allemagne, ils commencent à vraiment à communiquer de manière plus active. Nous, GS1 en France, a créé cette communauté d'intérêt qui est vraiment à fond dans la évangélisation, on va dire, vulgarisation de cette information, mais ce n'est qu'une partie. Là, ça va commencer à prendre une autre ampleur. Je voulais juste, pour ma part, en attendant, parce que je pensais que je devais commencer à parler il y a une heure, j'ai eu l'idée de vous partager ce QR code, si vous pouvez le flasher et écrire en un mot ce qui a été cette séance pour vous. Et je vous laisse le flasher et écrire. On va faire un nuage de mots. Et j'arrête les partages parce que je vois que Philippe m'a demandé d'arrêter le partage de mon écran. Est-ce que c'est bon? Vous avez pu tous flasher le QR code? Que tout le monde a pris le QR code. Oui, ça fonctionne? C'est juste pour mettre un mot. J'espère que ça marchera. Je le fais comme ça il y a 10 minutes avant la présentation. Et j'arrête le partage de mon écran. Voilà. Je suis un peu dans le noir ici. J'ai d'autres questions, en fait, en attendant que les nuages de mots se forment, là. Euh, en fait, bon, premièrement, au niveau de la parentalité, en fait, j'ai perdu la question. Ah oui, c'est ça. Comment gérer la parentalité des DPP? Autrement dit, si un produit intermédiaire, par exemple l'acier, se retrouve dans un pneu, en fait, les deux auront un DPP. Comment fonctionne à ce moment-là les deux DPP
pour ce cas-là précis, par exemple? C'est vraiment au niveau informatique, effectivement, c'est une très bonne question. Tous les produits intermédiaires, ils vont pas pouvoir avoir un code ou un tag RFID sur chaque centimètre carré d'une tôle d'aluminium. Et en fait, ça va fonctionner un peu en mode parentalité. C'est un mot qui est assez juste. Le produit fini va devoir, par exemple, l'opérateur économique on va dire, d'un grille-pain. Il y a trois éléments clés dans ce grille-pain, c'est notamment la tôle d'aluminium qui a servi pour créer ce produit d'acier, peu importe le produit. Et il va avoir un DPP de son produit avec un lien avec les différents composants du DPP des produits intermédiaires qui sont listés parmi les produits éligibles à avoir un DPP. Et c'est beaucoup plus clair avec un smartphone. Il y aura un DPP pour le produit, pour le téléphone tel quel. Et la batterie, comme elle a besoin d'avoir un passeport, il y aura un lien de parentalité entre le produit et sa batterie. Si jamais, pendant son cycle de vie, le téléphone, on change la batterie parce elle n'est plus opérationnelle, il y aura un lien de parentalité qui va se rompre avec l'ancienne batterie et un nouveau lien se fera pour la nouvelle batterie. Donc, effectivement, ça se fera selon les catégories de produits et selon les cas de figure. Imaginons que pour pour une veste dont la fermeture éclair a changé, je pense pas qu'on ira au point de identifier la fermeture éclair d'une veste, mais on va simplement signaler que c'est un produit qui a été réparé et c'est une fermeture éclair qui a été changée, mais sans dire pas plus, quoi. D'accord. Comme le temps file, les deux dernières questions. Donc, René dans la salle. Oui, bonjour. Je poursuis sur la même lancée que Daniel avec sa question. C'est-à-dire que pour faciliter l'implantation d'un passeport, on a l'avantage de travailler avec les industries qui fabriquent des produits finaux plutôt que de travailler avec ceux qui sont en amont, là, transformation des métaux, les plastiques, les produits chimiques. Hum, Excusez-moi, est-ce que vous pouvez reformuler la question? Dans le fond, je m'excuse ici, souvent je C'est-à-dire vais. que Ben, vous pouvez reposer la question, là. Je vais me présenter après. OK, d'accord. Alors, je reprends ma question. Est-ce à dire que pour faciliter l'implantation d'un passeport comme ça dans une économie, que ce soit au Québec, au Canada ou même en Europe, on a avantage de travailler avec ceux qui produisent des produits finaux, comme par exemple des avions, les automobiles, les bâtiments, plutôt que de travailler avec ceux qui fournissent les produits intermédiaires. Donc, parce que si on produit des produits intermédiaires, on met des tags RFID ou si on a un passeport spécifique pour les produits intermédiaires, si tu n'as pas de produits finaux ou si les industriels qui fabriquent les produits finaux ne sont pas au rendez-vous, ça risque de retarder l'implantation. Alors, ça dépend aussi de la Ma question est plus complexité. claire. Peut-être Pierre Oui, ben, de... bonjour, je m'appelle Pierre Mauger, je travaille chez Optel Group à Québec. Là, dans le fond, merci Diana pour ta présentation. C'était très intéressant. Diana et moi, on a travaillé sur certains sujets il y a un an et demi par rapport à ce qu'elle a présenté avec ça. Fait que, il faut travailler dans les deux cas. Parce que dans le fond, nul n'est à l'abri de la loi dans ce qui s'en vient en Europe. Fait que si je vais un petit peu parler pour Optel. On a des projets au Québec avec la filière batterie que vous êtes tous au courant. Fait que ça veut dire que nos compagnies d'ici qui vont fournir du lithium à des fabricants de batteries en Europe. Fait que ce lithium-là va être fabriqué ici, va être envoyé pour aller être mixé avec d'autres produits ailleurs dans le monde pour aboutir, disons, dans
chez des fabricants de cellules automobiles en Europe. C'est-à-dire que notre produit d'ici va devoir répondre à ce que Diana l'a présenté. On va devoir fournir une empreinte carbone sur le produit, fournir une traçabilité d'origine du produit. Puis ce que Diana, elle a un petit peu discuté, qui est le due diligence, c'est prouver que les compagnies, dans le fond, c'est au-delà de l'empreinte carbone. Je veux dire, c'est un bon citoyen corporatif. Vous n'avez pas de travail d'enfant, il n'y a pas de Ouïghours, les gens ont des bons contrats de travail. Fait qu'on doit prouver ces choses-là tout au fil de la chaîne d'approvisionnement. Fait qu'à votre question, ça veut dire que les fabricants de produits finis doivent connaître qu'est-ce qu'ils ont à faire, puis ils doivent le demander à leur chaîne d'approvisionnement de leur fournir l'information, de l'agréger pour que, comme il a été présenté plus tôt, pour que l'opérateur économique, donc celui qui apporte le produit en Europe, c'est lui qui doit produire un passeport. Fait que c'est la complexité de la réponse, c'est qu'on a les deux. On a les deux volets à traiter. OK. Fait qu'on a autant le fabricant du produit fini que la supply chain doit absolument participer. Donc, c'est pour ça que je crois qu'aujourd'hui, cette présentation-là est super importante pour les gens du Québec de le comprendre, parce qu'on exporte en Europe, donc on va être assujetti à ces lois-là. Pardon. Oui, bon, merci Pierre d'avoir fourni la réponse. Je ne peux pas apporter plus que ce qu'il a dit. Donc, je pense que c'est bon. C'est très bien comme ça. Juste avant de se quitter, si vous voulez, je voulais vous partager les nuages de mots. Euh, je repartage mon écran. Pendant que tu fais ça, Diana, il y avait d'autres questions en ligne, mais comme le temps file, peut-être, bon, je me permettrai de te les envoyer éventuellement ou tu pourras peut-être répondre aux personnes Ouais. de manière ouais, direct. Pas de problème. Donc voilà. Merci à tous pour l'intérêt. Merci pour cette séance et m'avoir donné l'opportunité de vous partager tout ça. J'espère pouvoir continuer à, à être instructive et à parler de tout ça si besoin. Donc voilà. Ben, merci beaucoup, Diana. En fait, je pense qu'effectivement, le nuage de mots reflète bien l'intérêt en fait, qu'on a eu pour ta présentation. C'est effectivement, moi, ce que j'avais vu en France, en fait, m'avait assez sidéré parce qu'ici, au Canada, c'est peu connu et c'est pourtant une initiative majeure qui va toucher bon nombre d'entreprises, entre autres exportatrices, mais qui peut aussi donner évidemment l'envie évidemment aux gouvernements locaux ici de se lancer dans l'aventure. Je pense que c'est effectivement une initiative extrêmement importante dans la sécularisation de l'économie mondiale. Donc, gros merci. J'aurais aimé t'apporter un verre d'eau virtuel durant ta présentation, mais malheureusement, ça n'aurait pas été très efficace. C'est vrai. Alors, Et donc, j'ai encore pas une fois, osé gros demander merci. à, Oui. j'ai pas osé demander à mon mari parce que sinon c'était les enfants qui venaient. Et ça aurait été Oui, dramatique. on a vu des exemples que ça durant la pandémie. Alors, ben, un gros merci à toi. Bon, bonne fin de journée et je vous souhaite une bonne suite de votre école d'été. À bientôt. À bientôt, Diana. Au Au revoir. revoir. À bientôt, au revoir.